Bonjour, je suis Stéphanie Bijon-Bienvenue. Je vous présente en moins d'une demi-heure le fruit de mon analyse. La révolution digitale va-t-elle bousculer l'ordre établi du BTP? Une réflexion que j'ai menée dans le cadre d'un MBA en marketing digital réalisé en 2015. C'est une question qu'on peut autrement formuler. Entre murs de parpaing et murs Facebook, entre bouche à oreille et click to chat, entre fil à plomb et fil Twitter, les acteurs du BTP sont-ils au pied du mur digital? C'est une question auquel j'ai essayé de répondre au travers de 6 points clés. D'abord, quel est le lien entre le BTP, le MBA MCI et moi? Ensuite, BTP et digital, est-ce mission impossible? Erreur, le BTP a déjà fait ses premiers pas en matière de digital. Alors, est-ce que c'est suffisant? Attention, le monde change autour de nous. Enfin, je propose 10 actions, 10 recommandations pour aider le BTP à se dynamiser. Et puis enfin, ma pierre à l'édifice. D'abord, quel est le lien entre le BTP, le marketing digital et moi? Eh bien, j'ai un véritable attachement à ce secteur, lié à 12 années d'expérience, à la fois chez des industriels, des distributeurs ou des sociétés de services. Lafarge, Saint-Gobain, OPP BTP. Et je suis actuellement directrice de la communication et du digital dans l'organisme de prévention du BTP. J'ai également un père qui fut bâtisseur de grands projets de construction de par le monde pendant toute sa carrière. Ensuite, j'ai travaillé dans des fonctions de marketing et de communication depuis toujours, que ce soit chez l'annonceur ou en agence. Mes compétences en la matière étaient traditionnellement avec une approche du digital classique. Le MBA MCI m'a véritablement permis une prise de conscience et une véritable acquisition de compétences en matière de digital. Eh bien, évidemment, aujourd'hui, je me sens le devoir de partager ce savoir à la fois avec mon équipe, mon entreprise, mais également avec toute ma branche pour aider la filière du BTP à se digitaliser. Alors, vous pensez peut-être que BTP plus digital, c'est mission impossible ? Effectivement, le poids du BTP est important. C'est un secteur qu'on dit poids lourd. La production s'élève à plus de 166 milliards d'euros en 2014. C'est 2 fois le secteur de la banque, 6% du PIB et plus d'1,3 million de personnes y travaillent. Il y a différents acteurs. Il y a plus de 500 000 entreprises, particulièrement des moins de 10 salariés, et celles-ci représentent 94% du total. C'est un secteur qui est traditionnellement conservateur. L'inertie est assez importante et le BTP est un secteur difficile à standardiser, donc à pénétrer. Les intervenants du BTP sont nombreux, variés, éclatés sur tout le territoire. Le secteur souffre en plus d'un ralentissement de l'activité depuis 2009, ce qui engendre une certaine frilosité des investissements et, je dirais, une prise de risque limitée. On note une baisse d'activité de 20% ces 10 dernières années. C'est un secteur où la relation, le contact direct, est extrêmement fort. Les acteurs du BTP sont attachés au contact humain, à la tradition orale, au contact face à face, et on signe des contrats avec une poignée de main et un regard droit dans les yeux. La moyenne d'âge dans le BTP est élevée. Tout ça faisant, les coûts induits, la résistance au changement et parfois le sentiment qu'on manque de compétences en matière de digital, tout ça sont des freins principaux à la transformation numérique dans le BTP. Mais en fait, le BTP a déjà fait ses premiers pas. On va le voir. J'ai particulièrement étudié 4 familles d'acteurs, les artisans, les fabricants, les sociétés de services et les distributeurs. Eh bien, les artisans, ils sont de plus en plus équipés. Ils utilisent Internet chaque jour. Ils sont finalement des individus comme les autres. Ces outils entrent par le foyer et s'étendent jusqu'au niveau professionnel. C'est ce qu'on appelle le Bring Your Own Device. Les outils mobiles sont en hausse. 66% des artisans sont équipés de smartphones, 39% de tablettes et pour moitié d'ailleurs Android. En mobilité, les usages sont relativement limités. Les artisans utilisent le mail, le GPS, la météo ou des catalogues en ligne.
Les plus matures sont les dirigeants les plus jeunes et les métiers du second œuvre comme les électriciens, les plombiers ou les chauffagistes. Aujourd'hui, on estime que 50% des pros ont un site internet. Malheureusement, ils sont peu à jour. 38% des artisans sont inscrits à un réseau social, en majorité sur Facebook. Et les pratiques se modernisent, puisque certains artisans commencent à acheter en ligne. Du côté des fabricants, 100% d'entre eux ont un site internet, mais ce sont souvent des sites vitrines. Seuls Isover présentés ici, Isover, Velux et Atlantique, ont des sites qui se distinguent parce qu'ils ont investi dans des sites qui s'adressent directement à des particuliers. Notons ici le site toutsurl'isolation.com. Le contenu des sites internet des fabricants est souvent composé de numérisation de catalogues, numérisation de fiches produits, numérisation d'aides au choix, et ils offrent la géolocalisation des points de vente pour savoir où le produit est vendu. En revanche, on constate une course aux applis. 50% environ des leaders fabricants ont développé des applis principalement basées sur la numérisation de catalogues. Du côté des distributeurs, eux aussi, ils se modernisent, ils ont quasiment tous un site internet et ils intègrent leur catalogue et la possibilité de commander en ligne, parfois la disponibilité des produits. Je voudrais noter particulièrement Point P, qui est remarquable et qui a su, en moins de 2 ans, renouveler ses services au-delà de son core business. Il se tourne vers des services utilisateurs orientés pour apporter plus de valeur à son client. Ils ont notamment développé des services appelés Avantage Pro, d'intermédiation, de calcul d'aide financière, d'établissement de devis rapide. Une approche très B2B2C. La vente en ligne également se développe et de nouveaux modèles viennent positivement chatouiller les acteurs traditionnels. Notons Outils et Batiwiz qui permettent la vente en ligne de matériel et matériaux dans l'univers du BTP. Du côté des services, 2 phénomènes, l'aide à l'organisation administrative et humaine. Je présente ici GPS Artisan, mais il existe également IBTP et d'autres que je présente dans ma thèse. Et puis des services d'aide à la gestion de chantier en mode collaboratif qui se développent en ligne pour faciliter le quotidien des professionnels du BTP. Exemple ici de Buildozer, une plateforme applicative qui permet aux pros de gagner du temps et d'être plus efficaces dans ces différentes étapes de travail. Tout ceci constitue des premiers pas dans l'univers du digital et dans l'utilisation du digital. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est suffisant ? Pas forcément. Attention, le monde change. J'ai analysé 4 grandes tendances qui montrent qu'au-delà du premier cercle du chantier que nous venons d'étudier, au-delà, il y a 4 tendances étudiées qui également arrivent sur les chantiers. Les particuliers connectés se professionnalisent. Les objets connectés qui atterrissent aussi sur les chantiers. Les acteurs du web appelés les GAFA, qui s'incrustent, et la maquette numérique, appelée BIM, qui impose la transparence entre les différents acteurs du BTP. Regardons un peu plus en détail ces 4 tendances. Le particulier connecté se professionnalise. Effectivement, Google et Internet génèrent de nouveaux comportements également pour les particuliers. Le particulier, il recherche son chantier, son terrain, ses différents matériaux, ses équipements sur Internet. D'ailleurs, les requêtes sur Google sur ces sujets-là sont en augmentation de 14% en 2015 versus 2014. Les requêtes sur Google, spécifiquement sur maçonnerie, outils, peinture, plomberie, sont en augmentation entre 12 et 16% en 2015 versus 2014. Sur ces items, les requêtes spécifiques issues des mobiles ont augmenté de 50%. Et par exemple, sur l'item isolation, ce sont 2 millions de recherches par mois qui sont faites sur Google. Sur l'item chauffage, 1,3 million. Conséquence pour les acteurs du BTP, eh bien, face à ces millions de requêtes, quel est l'acteur qui remonte en première position sur les pages de Google ? Alors ce particulier, il est effectivement très mobile, il est sur Internet
Et bien sûr, il bricole de plus en plus. C'est la tendance du do-it-yourself. Donc il bricole, il se renseigne, il est de plus en plus informé. Et en plus, il y a des enseignes de grandes surfaces de bricolage type Leroy Merlin qui l'aident à se professionnaliser en développant à la fois des tutos. On peut signifier pour Leroy Merlin une mise à disposition de 200 vidéos sur YouTube et sur leur site, dont le best-seller ici présenté, Pose du parquet flottant, compte 900 000 vues. Par ailleurs, Leroy Merlin a développé des tech labs avec près de 150 machines semi-industrielles pour manipuler les différents matériaux, métaux, acier, bois, avec un parc d'imprimantes 3D. De quoi véritablement professionnaliser le particulier. Ils ont ouvert un premier site à Évry et un deuxième est annoncé à Lille en 2016. Leroy Merlin s'est également adossé à une start-up, Frisbees, une sorte de place de marché entre particuliers bricoleurs qui compte 70 000 membres et propose la pose de petits matériels et des petits travaux. Deuxième tendance, les objets connectés, eux aussi, ils atterrissent sur les chantiers. Ces objets connectés, on dit qu'à l'horizon 2020, ils représenteraient 80 milliards. Il y en aurait 80 milliards dans le monde. L'un des champions, qui est Legrand, champion de la domotique, estime une croissance des objets connectés à 20% d'ici 2020. D'ailleurs, tous les énergéticiens ont leur offre de gestion énergétique dans leur gamme. Alors les objets connectés, pour un pro augmenté finalement, on observe l'arrivée des drones, les drones qui permettent de faire à la fois des suivis de chantier, mais aussi des diagnostics. Par exemple, on peut avec un drone diagnostiquer l'état d'un toit, ça évite aux couvreurs de monter sur le toit, et notamment la société DroneVolt qui développe des drones qui permettent de réaliser des tâches difficiles d'accès ou des tâches pénibles. Les robots aussi, ils arrivent, on en voit de plus en plus sur les salons internationaux et sur les chantiers, testés notamment par les majors. Les robots sont capables de se faufiler dans des endroits difficiles d'accès et eux aussi, ils permettent de réaliser des tâches pénibles. Les casques connectés, oui, il y a aussi des expérimentations pour aider les ouvriers à repérer par exemple des circuits défectueux grâce à un casque connecté ou recevoir des instructions à distance. Quant aux imprimantes 3D, elles pèseront plus de 18 milliards en 2020 et il existe déjà plusieurs expérimentations, comme la démonstration de la société Xtree qui a été faite à Batimat et qui a démontré que l'imprimante 3D permet de produire par exemple une tonne de béton en 45 minutes. Et on l'a vu lors du village à Batimat. Pour la première fois, à Batimat, il y avait 10 startups qui présentaient des innovations sur la base du digital et sous le haut patronage du plan numérique bâtiment. Et par ailleurs, on peut citer une entreprise assez exemplaire, l'Atelier des Compagnons, qui a investi dans une imprimante 3D pour réaliser des petites pièces de plomberie sur mesure. Voilà qui bouge sur les chantiers. Troisième grande tendance, les acteurs du web, eux aussi, s'incrustent. On les appelle les GAFA. Google, Amazon, Facebook, Apple. Avec par exemple Google qui a racheté le thermostat intelligent Nest. Amazon qui a lancé une plateforme Amazon Business pour permettre aux professionnels d'acheter plus facilement. Ça veut dire que les pros peuvent acheter via Amazon. Il faut rappeler qu'Amazon a d'ores et déjà 200 000 références de perceuses, cisailles, robinets, avec 16 millions de vues par mois. De quoi intéresser fortement les pros du BTP et chatouiller l'univers des négoces. Amazon a également lancé Amazon Home Service aux US, une plateforme de mise en relation entre particuliers et professionnels pour réaliser des petits travaux. À Caen, en France. Et puis Microsoft, avec son casque de réalité augmentée, HoloLens, permet d'entrer en contact à distance avec un expert ou un ami bricoleur pour réparer son lavabo. Enfin, un clin d'œil à Facebook qui vient de lancer son Facebook Live, qui pourrait être une bonne manière de faire un suivi de chantier un peu original entre le pro et le particulier. Enfin, la maquette numérique, appelée BIM, impose une certaine transparence entre les acteurs.
Le plan pour la transition numérique dans le bâtiment est l'un des 3 programmes prioritaires du ministère du Logement, avec un investissement l'année dernière de 20 millions d'euros pour donner envie à toute la profession d'utiliser ce système de plateforme numérique qui permet d'ores et déjà, depuis la conception jusqu'à la maintenance, d'avoir une vue en toute transparence des différents éléments, des différents produits, des différentes étapes et des différents acteurs qui interviendront à chacune des étapes du chantier. Le BIM va redistribuer la valeur dans l'acte de construire. Le principe, donc cette maquette numérique, elle s'enrichit des informations transmises par chaque acteur, un véritable mode collaboratif. Ça permet de modéliser les données et projeter la conception de la future réalisation, mais aussi de suivre au fur et à mesure la mise en œuvre et gérer la maintenance par la suite. Ici, la transparence et la vitesse de transmission de l'information au plus près des chantiers devient incroyable et permettra à la fois un gain de qualité, de rapidité, de coût, mais aussi un fort changement d'habitude. Aujourd'hui, beaucoup utilisé ou expérimenté par les majors, l'objectif est que l'ensemble des entreprises puissent intervenir sous cette approche. L'enjeu est bien sûr d'aider les très petites entreprises à pouvoir répondre à des chantiers qui sont sous le BIM. Alors, fort de tout ça et fort de ces 4 tendances, bien oui, la révolution digitale bouscule l'ordre établi du BTP. Alors, comment aider ces acteurs du BTP à utiliser correctement le digital, les outils digitaux, à ne pas les subir? Et d'ailleurs, j'ai été largement inspirée par le PDG du groupe Saint-Gobain et son témoignage dans le Moniteur du 16 octobre 2015. Le digital révolutionne notre manière de travailler et les relations que nous tissons avec nos clients. Des gens peuvent arriver dans la chaîne et essayer de changer les règles. Il n'est pas interdit aux acteurs en place de le faire eux-mêmes. Comment aider les acteurs du BTP traditionnel à se digitaliser? Eh bien, je propose ici 10 recommandations pour dynamiser le BTP. Première approche, le client n'existe plus, vive l'utilisateur. Premier conseil, le conseil donné aux entreprises qui est de rencontrer son utilisateur. Rencontrer son utilisateur qui est sur Google, qui est sur Internet. Et donc, c'est avoir un minimum un site à jour, qui soit correctement référencé, pour qu'il soit référencé naturellement, qui remonte dans les premières positions des pages de Google. Il faut du contenu. Et fort heureusement, le BTP et les chantiers sont des formidables sources de contenu, des histoires de chantier, des histoires de produits, des histoires d'hommes, en texte, en images, en vidéo. Il y en a beaucoup et il s'agit de les exploiter. Les réseaux sociaux aussi. Peu d'acteurs du BTP sont sur les réseaux sociaux. Or, c'est un formidable moyen d'écouter, de dialoguer, d'engager son client. Ainsi, l'artisan pourra rencontrer son client final et rentrer en dialogue avec son client final. Ce client final, c'est l'objet de mon deuxième conseil, peut devenir un véritable ambassadeur. On sait aujourd'hui que les particuliers se fient beaucoup aux avis qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux et sur Internet. Je recommande aux entreprises d'offrir l'opportunité, grâce à des fonctionnalités qui existent sur Internet, fonctionnalités digitales, offrir l'opportunité que le client final s'exprime et puisse être un véritable ambassadeur du service qu'il a utilisé. Par exemple, les bulles de dialogue sur le site, appelées Click to Chat, créer des formulaires de contact ou des formulaires de rendez-vous. Il existe également des gabarits pour recueillir des avis, des gabarits pour recueillir des notations et bien sûr utiliser les réseaux sociaux pour créer une véritable relation client. Dans cette diapositive, je présente 9 exemples qui me paraissent être assez uniques, qui sont des bonnes références à suivre.
géolocalisation sur Google, mise en avant de ses chantiers sur Facebook, mise en avant de ses chantiers sur YouTube, engager sa communauté grâce aux différents réseaux sociaux, créer du contenu qui s'adresse directement à ses clients pour être plus engageant, utiliser Facebook aussi pour entrer en contact avec ses utilisateurs. Ici, un formulaire de recommandation d'artisans. Ici, un gabarit pour noter et insérer des commentaires d'évaluation. Et puis, une utilisation de Twitter également pour recommander ses produits. Deuxième grande recommandation, passer du marketing produit égocentrique au marketing serviciel. Mon troisième conseil, c'est d'aller au-delà du e-catalogue. Il est recommandé de proposer, notamment aux artisans, quand on est fabricant ou distributeur, de proposer une aide au métier sur chantier, une aide au service client, apporter des services qui offrent un véritable bénéfice palpable par le professionnel du BTP et qui l'aident à faire du business. Les approches servicielles, notamment en ligne, sont souvent cloisonnées, chacun lance son service dans son coin, mais le pro en face, comment il s'y retrouve ? Pourquoi ne pas adopter une approche par métier ? Une palette de services pour l'électricien, une palette de services pour le plaquiste, etc., etc. Il y a de nombreux points de friction pendant le déroulement des chantiers. Retard, relance, casse, incompréhension, flou, entre tous les acteurs. Repartir de ces points de friction pour créer des services au-delà de la numérisation de services existants. Ensuite, le mobile. Le mobile, c'est un outil parfait pour le BTP. Il se déplace, l'artisan, il est tout le temps en train de se déplacer entre le négoce, entre le chantier. Il est indispensable que les services proposés aux pros via des sites ou des applications soient totalement adaptés, et ce en quelques clics et sans bug. Sinon, le pro rejettera immédiatement des nouvelles fonctionnalités si elles ne sont pas parfaites. Au travers de plusieurs interviews terrain que j'ai réalisées, c'est bien sûr ce qui est ressorti. Un service pertinent en mobilité doit pouvoir se passer de connexion Internet, au risque d'être très déceptif. Ça, c'est important. Le tout Internet est encore une illusion. Le réseau n'est pas assez développé. Et puis, du côté des points de vente connectés, il n'est pas interdit, même dans le BTP, auprès des négoces, de moderniser et de connecter différents services et de s'inspirer pour ça d'autres secteurs. Quelques fonctionnalités intéressantes à évaluer, le Store Locator pour un meilleur référencement local sur Google, le Click and Collect pour démarrer la transaction, les formulaires de rendez-vous personnalisés pour enrichir la relation, Click to Chat pour humaniser la relation en ligne, des vendeurs augmentés pour compléter le conseil, en les dotant par exemple de tablettes, l'achat en ligne bien sûr pour gagner du temps, et puis ne pas hésiter à afficher les avis clients ou des vidéos de démo à l'intérieur du magasin pour convaincre. Dans cette même lignée, et pour aider les distributeurs ou les fabricants à développer des services, je propose ici un exemple d'outil d'aide à la décision. C'est comme ça que j'ai évalué une vingtaine de services proposés. Ils sont disponibles dans ma thèse. Et de fait, je mets à disposition cette matrice de parcours utilisateur. À la verticale, à la fois les circonstances d'usage, les étapes de vie de la cible à laquelle on veut s'adresser, les différents points de friction, les réponses qu'on peut proposer et bien sûr l'offre qu'on en déduit. Ici, je présente l'exemple d'un parcours utilisateur d'un pro pour montrer quelles sont ces différentes étapes de vie et de conseiller à chaque acteur qui veut développer un nouveau service de formaliser les points de friction liés à chaque étape de vie, les réponses et les offres. J'ai choisi ensuite d'observer un acteur qui me paraît être exemplaire dans son approche vers l'utilisateur. C'est le cas de Hilti, une expérience simple et omnicanale centrée sur l'utilisateur qui favorise véritablement l'engagement.
Ilti a su renouveler son site. Déjà, il faut savoir que beaucoup d'entreprises sur le terrain m'ont parlé de Ilti. Ilti ayant fait le pari de ne plus avoir de catalogue papier et de permettre à l'artisan uniquement de faire sa commande en ligne. Et pour ça, il fallait une expérience de commande parfaite, et c'est comme ça qu'elle est perçue. Le site est plus moderne et doté d'un certain nombre de services qui permettent à l'utilisateur de rentrer directement en contact avec Ilti. Live chat, rappel immédiat par exemple, est gratuit, et même des webinaires pour former, pour répondre aux questions des utilisateurs. Ilti sur son site met également en valeur ses salariés, mettant la photo, le nom des responsables de magasins, et il prolonge l'expérience jusqu'à ses réseaux sociaux où il met en scène ses chefs de produits, permettant à ceux-ci de répondre directement aux utilisateurs, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook. YouTube permet également des témoignages assez valorisants de la part de clients. L'expérience utilisateur de Ilti est prolongée jusqu'en magasin. Et puis je dirais que du côté des applications, Ilti a fait un choix de ferme d'applications, développant plusieurs applications avec en moins de 3 clics, un véritable service qui va au-delà du e-catalogue, des services simples et sans bug. Bravo Ilti. Autre approche de mes recommandations, développer une nouvelle culture de management. Mon 8e conseil est de tester par soi-même. Le test and learn, c'est une révolution culturelle qui doit s'opérer pour lever les a priori et accélérer le mouvement et ne pas se laisser dépasser. Il faut profiter des nouveaux outils et des nouveaux acteurs pour les tester. Demandez à des fournisseurs, demandez aux organisations professionnelles, aux chambres de commerce, pour bénéficier de démonstrations d'outils digitaux, de nouveaux matériels, par exemple les imprimantes 3D, les drones, les outils de réalité augmentée ou les objets connectés. Pourquoi ne pas se mettre à plusieurs pour essayer de bénéficier d'une démonstration, de solliciter le fabricant pour voir comment cela fonctionne. Et puis, 9e conseil, l'employé ambassadeur. Effectivement, si la moyenne d'âge est élevée dans le BTP, les employés, les jeunes, arrivent dans les équipes, que ce soit les compagnons, les chefs de chantier, les ATC, mais aussi les vendeurs. Ce serait plutôt encourageant et motivant, comme c'est plus naturel pour eux, de leur permettre d'utiliser les outils du digital, les équiper, les autoriser à alimenter les réseaux sociaux avec des photos, des vidéos, des témoignages, des conseils techniques. Et enfin, passer d'une approche cloisonnée à une approche collective. Ma dernière recommandation, c'est véritablement que les acteurs du BTP, s'ils veulent s'approprier ces outils du digital et ne pas les subir, ils doivent progresser ensemble. Nous devons progresser ensemble, nous former et partager. À la fois profiter de ce qui existe déjà, des services de formation comme Google les a développés avec un programme Google pour les pros, mais aussi solliciter les différentes chambres de commerce, organisations patronales, syndicats de métiers ou bien même ses pairs pour échanger, partager des pratiques sur tout ce qui concerne le digital. Et puis au-delà de cela, cet enjeu du digital est véritablement sociétal, au même titre que 2 autres sujets qui ont touché le BTP et que je connais particulièrement bien, c'est l'environnement et la sécurité. Et parce que ce sujet du digital, comme l'environnement et la sécurité sont des sujets sociétaux, ils sont aussi transversaux. Et les acteurs de la filière doivent s'entraider si c'est plutôt une question de survie. Alors j'ai souhaité apporter ma pierre à l'édifice avec une proposition qui est la création d'un club Diginamique BTP. Ce club s'adresse à la fois aux constructeurs, aux fabricants, aux distributeurs et aux sociétés de services du BTP. Et l'idée est de se mettre ensemble pour dynamiser l'ensemble de notre filière. L'enjeu, c'est qu'on puisse ensemble s'étonner, douter, partager, trouver des solutions individuelles ou collectives, mais surtout collaboratives. Créer une communauté, à la fois sur les réseaux sociaux, d'abord sur LinkedIn, un groupe de discussion, puisque l'ensemble des
de la profession d'un point de vue marketing, commercial et communication est plutôt sur LinkedIn. Donc créer un groupe de discussion. Permettre également à cette communauté de valoriser les initiatives sur Twitter en créant un hashtag commun, le hashtag DigiBTP, pour qu'on puisse veiller, s'exprimer, valoriser ses actions. Et puis, j'ai créé un Scoopit il y a 18 mois, un Scoopit qui permet d'enregistrer un certain nombre d'articles qui illustrent la dynamique qui existe dans le BTP. L'idée serait de partager mon Scoopit pour qu'on soit plusieurs à alimenter cette sorte d'agrégateur de contenu. Et la création d'une chaîne YouTube, la chaîne Diginamic BTP, où nous pourrions mettre tous ensemble les preuves en images du dynamisme. Cette initiative a déjà commencé, à la fois une identification sur LinkedIn de ma communauté, d'une communauté BTP, que je vais maintenant aller solliciter avec la création du groupe. Sur Twitter, une certaine activité, la création d'une liste Diginamic BTP. La chaîne Diginamic BTP YouTube est également créée et le Scoopit a été renommé Diginamic BTP. J'en ai terminé et je tenais particulièrement à remercier les 25 personnes que j'ai interviewées, à la fois des professionnels du BTP, des influenceurs, où l'ensemble des interviews et l'ensemble de mon analyse sont visibles sur la thèse, sur SlideShare directement. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. #DigiBTP.